Bien, donc Annick Loiseau a été remplacé par M. Montiou, qui la connaît très bien, et qui va donc nous expliquer. Je veux parler de graphène, mais pas tout à fait comme graphène. Ce serait trop beau. Que je puisse faire de l'exposé canonique, c'est pas possible. Donc je ne vais pas vous parler de graphène, je vais vous parler de matériaux graphéniques. On reste dans la même famille. Et plutôt que de vous parler du graphène, ce qu'on peut en attendre avec les découvertes récentes, on peut en parler après si vous voulez, mais je vais vous parler du matériau graphénique qu'on utilise maintenant dans la vie de tous les jours, dans beaucoup de domaines. Il faut que je m'excuse pour plusieurs choses. Premièrement, je ne suis pas dans le réseau. Deuxièmement, je ne vais pas vous parler de ce qu'elle va vous parler. Si vous voulez tout savoir sur la superconductivité, c'est pas moi. D'abord, je ne sais même pas si on peut tout savoir sur la superconductivité, parce que c'est très compliqué. Même les physiciens ne comprennent pas tout. Ensuite, d'habitude, l'exposé que je fais là est plutôt un exposé grand public. Je le fais aujourd'hui porte ouverte de laboratoire, par exemple. Là, je sais que le public d'associants, c'est plutôt un public le plus souvent d'ingénieurs à la retraite souvent qui sont remontés comme pendule et qui posent des questions très pointues sur des sujets divers. Peut-être que vous allez être déçus par le nouveau scientifique, peut-être, je ne sais pas. J'espère que vous apprendrez quelque chose quand même. Et la troisième chose, c'est que généralement, cet exposé-là, j'aime bien avoir le temps de pouvoir regarder un petit peu sur Internet si les chiffres ont été évolués, si les choses ont changé. J'ai pas eu le temps. Donc, il sera comme il est, brut. Non pas brut de fonderie, mais enfin, brut de ce qu'il a à l'état actuel. Alors, on va commencer, parce que là, on est à l'heure. Oui. Il y a des gens qui s'installent. C'est parti. Et ça va, il y avait juste à temps. Très bien. Ah bon. Ça marche. Voilà. Donc, du carbone sidérien, pourquoi ce titre? Parce que je vais essayer de vous convaincre que nous vivons dans l'ère du carbone. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors, je me présente un petit peu parce que les habitants n'ont pas eu l'occasion de le connaître pleinement. Donc, ça fait 35 ans que je travaille sur le carbone. Je suis directeur de recherche au CNRS, au CMS. J'étais président de la Société française du carbone pendant 6 ans, président de l'Open Carbon Association pendant 3 ans. J'ai travaillé comme éditeur au journal Carbone, un journal qui fait référence dans le domaine. Je suis maintenant éditeur honoraire de ce journal-là. Et je travaille encore là. Alors, l'histoire humaine, généralement, enfin les historiens aiment bien décortiquer l'histoire humaine en âge lié à un matériau. L'âge de pierre, il y a même eu dans l'âge de pierre la pierre taillée puis la pierre polie, l'âge du cuivre. Alors les chiffres que je mets là au niveau des datations, c'est pour l'Europe. En Asie, c'est peut-être un peu différent, bon, peu importe. L'âge du bronze ensuite, l'âge du fer. Chaque fois, on peut le regretter, le matériau en question a juste servi à faire des armes, et c'est comme ça que une civilisation ne prenait le pas sur le nôtre, c'est parce qu'il arrivait à être plus fort que celui qui avait maîtrisé le fer, pouvait battre celui qui avait le bronze, le bronze, etc. C'est un peu dommage. Mais enfin, c'est les hommes. Et maintenant, qu'est-ce que serait l'âge maintenant? Si on peut, alors vous avez la réponse, puisque c'était le titre de mon exposé. Enfin, si je vous avais posé la question, peut-être vous auriez pensé au silicium. Parce que nous vivons à l'ère de l'électronique, tout est électronique, tout est base de puces, de transistors, etc. Donc, on peut penser à du silicium. Et moi, je vais vous montrer qu'on est plutôt à l'âge du carbone. Ça commence bien parce que le carbone, c'est le seul élément de la table de Mendeleïev qui a déjà donné 3 prix Nobel. En 61 pour la datation de carbone 14, en 96 pour la découverte du chlorène, en 2010 pour la découverte du graphène. Et si on ajoute en plus les prix Nobel associés aux molécules polyaromatiques un peu particulières, on nous voit encore. Ah, c'est le carbone. Donc ça, c'est très basique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas scientifiques dans la salle, mais ça va être très vite, ne vous faites pas. Un atome de carbone, c'est un rappel, autour il y a 6 électrons. Les plus importants, c'est les 4 de la périphérie, parce que c'est ceux qui voient l'extérieur. Et donc, ils ont tendance spontanément à essayer de s'arranger avec 4 autres collègues pour faire comme ça des tétraèdres. Si on empile ça de façon périodique, ben, ça donne la structure du diamant. Le diamant, c'est beau, c'est cher, mais c'est cher parce que c'est rare. C'est rare, pourquoi? Parce qu'il faut quand même dans la nature 50 fois la pression atmosphérique au moins pour rien faire. Ça se rencontre pas tous les jours, des conditions pareilles. Donc le carbone, lui, il essaye le plus souvent d'obtenir deux configurations, qui est de se mettre non pas avec 4 copains, mais avec 3.
Donc ça, c'est un plat, quand on a tétraèdre. Et ça, c'est l'élément de base qui fait des hexagones. Et les hexagones, c'est l'élément de base pour faire ce qu'on appelle le graphène. C'est-à-dire une molécule qui est faite uniquement d'un grillage à comme ça, où tous les atomes de carbone, ça rend un hexagone. Alors, vous connaissez l'existence du graphène depuis longtemps, hein, depuis plusieurs dizaines d'années, sauf qu'on avait décrété qu'il n'était pas stable tout seul. C'est pour ça que les gens qui ont eu le prix Nobel ont eu le prix Nobel pour montrer qu'il était stable à l'échelle de l'eau. Donc, alors, si vous vous rappelez, j'avais 4 électrons du noyau en périphérie de l'atome de carbone, et que là, en fait, il n'y en a que 3 qui sont occupés, puisqu'il y a 3 voisins dans l'atome de carbone. Donc, il y a un 4e électron qui n'est pas occupé, lui. Et qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est adopté par tous les autres. C'est-à-dire qu'à la surface du graphène, chaque atome de ce graphène donne un électron qui se balade. Et donc à la surface du graphène, vous avez une mer d'électrons qui, en fonction des potentiels que vous appliquez, se déplacent. C'est pour ça que le graphite est conducteur, et que le graphène est conducteur. Et c'est pour ça que le graphène est très conducteur, parce que les électrons se baladent sans frein. Le graphène, donc vous avez vu, c'est juste une épaisseur d'atome, hein, a été découvert en 2004 seulement, hein, c'est le dit, donc ça a donné un prix Nobel en 2010. Mais il était connu avant comme le constituant du graphite. Donc là, c'est un empilement de graphène. Le graphite, c'est fait avec des empilements de graphène. Donc voilà, ici un bloc de graphite naturel. Alors, si vous remarquez bien, il n'y a pas de liaison entre les graphènes. Donc c'est ça qui fait que la séparation est très facile, et que la première utilisation qu'on a fait du graphène, c'est de faire des crayons avec. C'est pour ça que les graphiques sont dits sales, parce qu'ils laissent le trace noir comme une fantôme dans les touches. Et ça, c'est depuis dès le XVIe siècle, on ne savait pas encore que c'était du graphite, on ne savait même pas que c'était du carbone. Mais on savait que ça écrivait. Et donc, ça s'appelait plombagine, parce que ça avait un aspect un peu brillant, alors c'était léger, par rapport au fond, c'est un détail, mais on pensait que c'était relié au courant. Et c'est seulement qu'au XVIIIe qu'on a trouvé que c'était en fait du carbone pur, c'est pas ce que j'ai écrit, c'est un autre. Un hollandais, mais ce monsieur-là a donné le nom de graphite, qui vient de graphène, qui veut dire écrire. Donc voilà, c'était une des premières utilisations du graphite, c'est de faire des lignes de crayon. Alors, en quoi le carbone de ce graphène est-il si intéressant? D'une part, il y a ce fameux nuage d'électrons dont je vous ai parlé, hein, qui se balade à la surface. Bon, là, j'ai fait un petit graphène, hein, c'est une molécule de coronel, mais c'est vrai, pour faire ça grand comme l'écran, ça marche pas. Donc c'est le meilleur conducteur électrique à cause de ça, meilleur que le cuivre, meilleur que n'importe quoi. Également, ce qui est intéressant, c'est la longueur des liaisons. Il faut savoir que les propriétés mécaniques, bon, beaucoup d'entre vous le savent sans doute, les propriétés mécaniques, comme la résistance à l'attraction, même la dureté, est inversement proportionnelle à la longueur des liaisons entre les atomes d'un matériau. C'est également important pour la conductivité thermique. C'est pour ça que le diamant est jusqu'à présent le meilleur conducteur. Quand vous voulez aller chez un bijoutier, savoir si votre diamant qu'on vous a offert par vos âmes est un vrai diamant, le bijoutier le teste par sa conductivité thermique, c'est son test. Donc, la résistance est inversement proportionnelle à la distance entre les liaisons. Et là, il se trouve que cette distance-là, 0,142 mètres, c'est la plus courte de tous les matériaux. Donc, c'est le plus résistant de tous les matériaux. Plus résistant que le diamant. Et c'est aussi le meilleur conducteur thermique. Aussi un peu de la périodicité du graphène et de la petitesse de la liaison. Donc ça, ce que je vous dis là, c'est dans le plan des graphènes. Donc ça conduit bien dans le plan, c'est très résistant dans le plan, si on tire dessus, c'est très résistant. Mais souvenez-vous, il n'y a pas de liaison entre les plans. Et là, c'est beaucoup plus grand, 3,35 par rapport à 0,142. Donc c'est beaucoup plus grand ici. Pour vous fixer les idées, regardez, ça c'est la force de liaison carbone-carbone, c'est 524 kJ par vol. Ça c'est la force de liaison entre deux plans, c'est 7 kJ par vol. Vous voyez l'écart. Donc c'est très anisotrope, pas la molécule, mais le cristal de graphite est très anisotrope. Et donc dans ce sens-là, il n'y a pas de conduction thermique, il n'y a pas de conduction électrique, et la force mécanique est très faible, à la distance inférieure. Donc c'est un matériau très anisotrope, mais du coup, si dans un matériau massif, on contrôle l'orientation, les dimensions, les qualités des graphènes, et bon, on a des propriétés variables, voire même contradictoires. Contraire, un matériau, pour le faire très conducteur, on peut le faire en isolant. Pareil.
Donc je reprends le graphite. Dans un graphite, les graphètes sont très anisotropes. Ils sont orientés donc comme ça. Alors, vous voyez là, les lignes, là, ce sont des images en microscopie à transmission et à résolution. Les lignes que vous voyez là, ce sont des plans de graphète vus sur la tranche, vus du dessus, comme ça. Vous voyez qu'ils sont empilés, il y en a beaucoup, vous pouvez en avoir plus, vous pouvez en avoir des centaines, et puis ils sont très très raides, donc ils sont parfaits. Ça, c'est le graphite. Très conducteur, très tendre à cause de la délamination facile entre les couches. À l'opposé des matériaux dont je vais vous parler aujourd'hui, les matériaux graphiniques en général, il y a ce qu'on appelle des carbones vitreux, qui n'ont rien d'amorphe, ils sont vitreux par leur comportement. Ils sont également faits de graphène, vous voyez qu'il y a des petites couches là, sauf que dans la base du matériau, les graphènes, on les trouve dans tous les sens. Vous voyez vous-même, hein, ils sont dans tous les sens. Ce qui fait que le comportement mécanique n'est pas du tout le même, le comportement électrique non plus, le comportement thermique non plus. Quand une fissure se propage là, s'il rencontre, même si ça se vient au début dans le sens des plans, donc une délamination facile, il rencontre assez vite des plans dans l'autre sens, et donc ça s'oppose à la fraction. Et donc, ces deux comportements-là sont très différents. Lui, il est tendre, lui, il est dur, lui, il est conducteur, lui, il est pas, très peu, etc. Et donc, il y a toute une gamme de matériaux dont on va exploiter les propriétés en fonction de comment on peut s'arranger pour disposer des graphiques. Donc, je résume, c'est pas la fin d'exposer. Je résume. Capable de carbone graphinique ou de carbone en général, capable de propriétés extrêmes, résistance mécanique, pureté, conductivité thermique, conductivité électrique, stabilité thermique. Ça, je ne l'ai pas dit, mais le carbone résiste à 3000 degrés. Il n'y a pas de matériau qui résiste à plus que ça. Donc, déjà, le carbone ne fond pas, mais si on voulait le fondre, on ne saurait pas dans quoi le fondre. Donc, ça pose des problèmes de mise en œuvre. Très réfractaire, sauf qu'évidemment, il ne faut pas le chauffer à l'air, sinon il brûle. Il est capable de propriétés contradictoires, c'est-à-dire qu'il peut être conducteur ou isolant, il peut être dur, il peut être tendre, etc. C'est très léger. Au plus, il est de densité de 2,3. Là, par comparaison, j'ai mis le titane, qui est un métal très léger. Et ben, il est quand même 2 fois plus lourd que le carbone. C'est biocompatible, c'est quand même intéressant pour beaucoup d'applications. Et puis, c'est abondant. Au moins, certaines matières premières sont abondantes et pas chères, puisque c'est abondant. Au moins, 250. Ça, on va y venir. Donc, il ne carbonait pas. À cause de ça. Mais où est-ce qu'il est? Alors, d'où vient le carbone? Il y a du soleil, hein, des étoiles. Tous les atomes de carbone présents sur Terre sont formés dans les étoiles, quand le soleil est particulier. Puisqu'il faut 3 atomes d'hélium, et on fait un atome de carbone. C'est l'effet de la réaction thermonucléaire qui se passe dans le soleil, qui font ça. Mais une fois qu'il est sur Terre, le carbone il se balade dans les différentes sphères. Il y a l'atmosphère, donc notre air, l'hydrosphère, les océans par exemple, qui contiennent du CO2 dissous. L'atmosphère contient CO2, le méthane, bon. La lithosphère, c'est des roches, comme les carbonates, beaucoup de carbone piégé dans les carbonates. Et puis la biosphère, c'est nous, c'est les animaux, c'est les plantes, dans lesquels il y a aussi du carbone. Et le carbone circule en permanence avec tout un tas de réactions, donc de dégradation, fossilisation, respiration, photosynthèse, précipitation, dissolution, tout ça. Avec certaines conséquences, hein. Par exemple, là, ici, l'hydrosphère, le réchauffement climatique qui est dû à l'importance du CO2 du méthane dans l'atmosphère réchauffe la planète, qui réchauffe l'eau, et qui du coup, l'eau étant plus chaude, peut dissoudre moins de CO2. Donc elle relargue le CO2 en plus. C'est un phénomène qui s'en va. Bien. Alors quand on veut faire des matériaux en carbone, où est-ce qu'on va le prendre? On ne va pas le prendre ni dans l'atmosphère, ni dans l'atmosphère, ni dans l'atmosphère. On va le prendre dans la biosphère. Et on va le prendre dans la biosphère morte, plutôt. On ne va quand même pas carboniser les nouvelles pour avoir du carbone. Dans tous les êtres vivants, qui soient, il y a du carbone, il n'y a pas que ça. Dans un corps humain, par exemple, vous avez 18% de carbone en poids. Sinon, c'est de l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le calcium, le phosphore et d'autres oligo-éléments. Ça, ce sont les principaux. Donc, si on veut utiliser de la biomasse morte, le carbone, il faut éliminer tout le reste. Alors, on a de la chance, la nature s'en charge. Alors, elle s'en charge avec le fait, on va faire un peu de géologie, hein. Elle s'en charge avec les phénomènes de diagénèse, catagénèse, etc. Alors, que devient la biomasse morte? Alors là, vous avez un diagramme qui est très connu des géologues, qui s'appelle un diagramme de Van Cleveland, dans lequel vous avez ici le rapport atomique au sur C, oxygène sur carbone, et là le rapport atomique hydrogène sur carbone. Tout matériau organique mort, on va dire, au fur et à mesure qu'il subit des phénomènes diagénétiques puis catagénétiques, c'est
c'est-à-dire qu'il est mélangé au sédiment puis qui s'enfuit au fur et à mesure et qui s'enfonce dans la terre, sous l'effet du poids, simplement déjà, de l'atmosphère, eh bien, suit le chemin qui va vers le carbone pur, qui est ici. Donc, si on prend l'exemple, il y a différentes familles, parce que ici, le type 3, c'est plutôt le matériau humique, donc les arbres, les plantes, on va dire les plantes terrestres. Le type 1, c'est les algues, le type 2, c'est les matières organiques zooplancton. Ce sont des exemples. Hein, je peux mettre aussi des matières issues de spores, par exemple. Hein. Ils sont en type 2 comme ça. Donc le type 1 sont très aliphatiques, très riches en hydrogène. Tous les matériaux terrestres uniques sont très riches en oxygène. Donc quand un matériau subit les effets de l'enfouissement, bah, et là vous reconnaissez des mots que vous connaissez tous, hein. Vous savez ce que c'est que le bois évidemment, la tourbe, la boue, l'exanthracite, le graphite, tout ça ce sont des mots qui traduisent, enfin, qui désignent l'évolution croissante d'une matière organique concentrée dans ce cas-là, mais aussi dispersée dans les sédiments, vers le pôle carbone pur. Alors le pôle carbone pur, pas beaucoup y arrivent, hein. Il faut quand même arriver avec tous les hétéroatomes, ça se fait pas possible. Mais au début, donc la partie végétique, ce qui est bleu là ça se déplace plutôt horizontalement parce qu'on perd surtout l'oxygène. Après, quand on arrive dans cette zone-là, qu'on appelle la catagénèse, c'est là que le moteur organique produit en pétrole. La tétranuile. Le pétrolier appelle ça la tétranuile. Et puis ici, la matière est encore enfouie encore plus. Eh bien, le pétrole lui-même est craqué, s'il est encore là, sinon le reste de la matière organique qui était là se craque davantage, et puis on fournit du gaz. Et à la fin, donc on regarde plutôt du méthane, des choses comme ça. Donc là, on perd de l'hydrogène. C'est pour ça qu'on descend plutôt verticalement. Et puis ici, on a eu la chance, ou le temps, parce que la nature remplace la température ou la chance pour le temps, on peut faire la tracine, donc souvent du carbone pur, et puis éventuellement du graphite, si on a des conditions nécessaires. Donc ça, j'en ai parlé, etc. Le moteur de l'évolution là, je vous l'ai dit, c'est le poids, et c'est la température. Vous savez que la Terre est chaude au milieu, hein, mais c'est pas tellement la température au milieu qui chauffe, c'est plutôt la température du magma qui est sous nos pieds. Là, sous les continents, à 40 km, il y a un magma en fusion. Donc ça chauffe pas mal, et ça crée un gradient géothermique qui est en moyenne de l'ordre de 30 degrés pour cent. Donc ça chauffe très vite. Je ne sais pas si vous avez eu la chance, je ne sais pas si ça arrive à certains d'entre vous d'aller visiter une mine. Il y en avait encore une activité en Lorraine, il y a quelques années. Je suis descendu 400 mètres sous terre, mais ça chauffe. Hein. C'est électronique. Il fait 30 degrés, les mineurs ils travaillaient à 30 degrés. Donc respect, hein, les mineurs, ce n'était pas des conditions de travail pour faire ça. Donc ça chauffe très vite. Et plus le temps que vous arrivez à faire tout ce chemin-là. Normalement, une matière organique type bois va donner un carbone comme ceci. Vous vous souvenez, hein, c'est la structure du carbone vitreux que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais grâce au poids des sédiments, ça écrabouille tout ça et on peut faire du graphite. Ou de l'anthracite. L'anthracite, c'est un matériau comme ça qui est très isotrope aussi. Moins que le graphite. Mais bon. Donc ça, c'est grâce à la pression hydrostatique, la pression des sédiments. Sinon, ça ne marche pas. Pour faire du graphite, sinon il faudrait partir que de là. Bon, ça, je ne peux pas rentrer dans ces détails-là, trop, mais ça se fait. Donc, pour faire du graphite, ben, il faut de la pression. Il ne faut pas seulement de la température, il faut beaucoup de température et du temps, c'est une cinétique, hein, donc c'est ou du temps ou de la température, et aussi un peu de pression pour ce matériau. Bon, je reviens maintenant, on quitte la géologie, on revient à la technologie. Du carbone, on va remonter au début. Alors, au début, c'était la préhistoire. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les hommes de Cro-Magnon et d'autres avec le charbon? Ils faisaient essentiellement des pigments. Hein, beaucoup de grottes où les dessins sont faits sont dans le noir, c'est les charbons noirs. Donc là, c'est ça la grande chauvet. Ils s'étaient aperçus aussi que du carbone qui avait brûlé, puis qui n'avait pas complètement brûlé, il était plus dur que le bois qui était frais. Oui, parce que le bois qui est frais contient de l'eau et contient d'autres choses, tandis que ce carbone-là, eh bien, il a encore une fois ma structure de carbone vitreux, donc il est devenu dur. Ils se sont aperçus de ça, donc ils ont fait des piquets, puis des arbres aussi, donc on peut faire des arbres en fait. Après, de l'Antiquité au XVIIe siècle, il ne s'est pas passé grand-chose, il s'est passé des petites choses quand même. Si, le charbon de bois a toujours servi à faire du feu, mais généralement pour alimenter la cuisine.
éventuellement les fours de poterie, pour faire des céramiques, du verre, et puis aussi pour faire pour les forges. Hein. Sinon, les gens se chauffaient plutôt au bois. Alors, pourquoi c'est intéressant? Alors ça, le terme des capacités calorifiques, donc ce terme-là montre que la quantité de chaleur qui est restituée par un matériau organique quand on le brûle croît, si on parle de bois, puis de charbon, puis d'anthracite. C'est pour ça, si vous vous souvenez, pour certains, moi j'ai connu, j'ai connu, je sais que vous avez connu aussi, vous avez connu des maisons chauffées au charbon, enfin au poêle à charbon, moi j'ai connu ça. Et donc l'anthracite c'était plus cher que le charbon. Ah oui, mais parce que avec la même quantité on chauffait plus. Ou alors on chauffait autant avec moins d'anthracite. Et puis aussi c'était important pour les forges parce que quand on est passé du cuivre au bronze, au fer, et bien à chaque fois il fallait une technologie qui chauffe plus parce que le minerai était plus compliqué à faire. Et avec le bois on ne savait pas faire. Quand on a compris que l'anthracite pouvait fournir plus de chaleur que le bois, on a pu faire fondre des trucs qu'on ne savait pas faire fondre. Bon, le charbon de bois, c'est aussi pour faire la purification, mais ça avec les Égyptiens, pour faire des filtrations de purification. Très important, forcément, ça fait des herbes. Donc, pour faire la poudre noire à canon, ça fait la fortune d'un Français, qui s'appelait Ducomte de Moore, et qui est parti aux États-Unis. Et au XVIIIe siècle, il est devenu un milliardaire parce qu'il a alimenté tous les États-Unis, qui avaient pas beaucoup de faire la guerre de sécession après aussi, ça a fait la fortune de sa compagnie. Et donc il a alimenté les deux camps avec de la poudre à canon, parce que dans la poudre à canon, on rentre du charbon. Il y a du salpêtre qui souffle aussi du charbon. Puis évidemment, ça c'est très, très ancien aussi, les crayons, ça on avait tout à l'heure, les encres aussi, les peintures en Chine, c'est du mort de fumée dans de l'eau. Des peintures à base de suie, souvent standard. Voilà, ça c'est le Hollandais qui a trouvé que le graphite était vraiment du carbone. Puis en bijouterie, la diamant. Jusqu'à présent, le diamant, ça n'avait pas grand-chose qu'à ça à l'époque. Et ben, ça, par contre, c'est connu depuis la Bible. Le diamant est déjà cité dans la Bible, par exemple 28, bon bref, qui vient de Damas, qui veut dire Damas. Mais sinon, tout le reste, là, c'est des carbones graphités. Et puis aussi les asphaltes, alors c'est pas du carbone pur, ça, sinon ce serait pas liquide, mais les asphaltes naturels sont des émergents, des affleurements de produits lourds qui ont été générés justement par la diagenèse, mais que les circonstances géologiques ont fait affleurer à l'air, et on trouve comme ça, naturellement, en particulier en Moyen-Orient, des asphaltes qui ont été très utiles pour asphalter les bateaux. Donc, d'abord c'est hydrophobe, et ensuite ça peut startiner, et donc on peut asphalter le bateau avec ça. Qui était fait dans la lame de bois. Donc, même si on a un bon menuisier, il faut lui donner des fissures. Bon, ça a été quand même l'utilisation du carbone pendant des siècles. Et puis est arrivé les siècles, la révolution industrielle. Le chauffage s'est généralisé, on ne chauffait plus dans les cheminées, surtout qu'il y avait beaucoup de gens dans les villes, donc les cheminées c'était pas forcément facile. Donc le poêle s'est généralisé, le poêle à froid, à charbon, à principe aussi. Et puis l'électricité, on a inventé l'électricité. Et toute l'électricité à l'époque était faite dans des centrales thermiques à charbon. Donc on chauffait l'eau, c'était une turbine qui faisait produire l'électricité. Et c'était le big deal, il y avait des expositions entières qui étaient dédiées à ça. On pensait qu'il a révolutionné le monde, ce que ça a fait d'ailleurs. Là, c'est une gravure qui date de 1880, une exposition internationale de l'électricité. Vous m'entendez ça même encore maintenant, 40% de la production d'électricité mondiale est faite avec des centrales thermiques à charbon. Pas chez nous, mais en Chine, évidemment. Il y a même un pays comme la République dominicaine, par exemple, qui a récemment créé une centrale, parce qu'ils ne sont pas fait de pétrole, à charbon, pour faire son électricité. Donc, c'est encore plus. 40%, c'est vraiment plus. Et puis, il y avait aussi la sidérurgie. On a dit le siècle, c'est pas seulement l'électricité, c'est aussi, vous savez, il y a les fers, tout ça, donc le fer avait beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé la façon dont on a trouvé le concept du haut fourneau, pour lequel il faut transformer la houille, donc naturelle, en coque, c'est-à-dire en carbone quasi pur. Au passage, on récupère des boutons et des gaz qui sont aussi utilisés. Donc, il faut faire des coqueries. Ça, c'est une coquerie qui, je pense, est encore d'activité, que j'ai
n'ai pas visité, mais là c'est une coquille. Donc vous avez, c'est assez dantesque, vous avez ici, là, ça c'est un wagon, donc vous voyez des rails, ça donne l'échelle. Tout ça là, tout ça ce sont des portes, donc tout ça ce sont des fours qui sont côte à côte, qui montent à 1300 degrés. Et tout ça ce sont des portes là, donc on met dedans le minerai thermique, on chauffe, on se sert des gaz qui ont été émis avant pour faire activer des rouleurs, pour faire chauffer tout ça. On chauffe, ça peut durer 2 jours, hein, ça dépend de ce qu'on veut comme qualité. Et puis une fois que c'est cuit comme on veut, il y a un poussoir qui arrive derrière. La porte s'ouvre ici, il y a un poussoir qui pousse tout. C'est, je ne sais pas combien de tonnes qui sont poussées d'un coup, qui tombent dans un wagon là. Comme c'est à l'air, pour pas que ça brûle, ça va sous une tour de refroidissement qui fait tomber une trompe dessus pour éteindre le tout. Et puis après, ça part au criblage pour trier suivant les dimensions. Au passage, on récupère de l'ammoniac, du méthane, l'hydrogène. Tout ça, c'est des choses qui sont utilisées. Alors, le cœur, ce qui vient de là, on le met dans un fourneau. Alors ça, il est plus en fonction, celui-là, il a été totémisé. C'est un haut fourneau qui est en Allemagne. Il est totémisé, c'est une espèce de modard dans un bourg, vous voyez. C'est juste pour faire joli sur le. Donc, mais sinon, la dimension, c'est ça. Alors, l'intérieur, ça fait comme ça. Donc, vous mettez pas, vous enfournez par-dessus une minerai de fer, un fondant qu'on appelle la castine et le coq. Alors, le coq, il a deux fonctions. D'une part, il doit évidemment brûler pour faire la chaleur. Il doit fournir du CO, l'oxyde de carbone, qui lui-même doit réduire l'oxyde de fer. Parce que le minerai de fer, c'est un oxyde. Donc, il faut réduire l'oxyde pour extraire le fer métal. Et tout ça, il faut que ce soit bien réglé, parce qu'il ne faut pas larguer du CO dans la nature. Et ça monte jusqu'à 1800 degrés, là, ici. Et donc, tout le savoir-faire du coquillier, c'est d'arriver à contrôler la réaction de réduction, jusqu'à avoir en bas un minerai de fer qui contient juste ce qu'il faut de carbone. S'il y en a trop, ça fait de la fonte, c'est bien, mais enfin, on ne peut pas forcément faire ça. Il faut juste qu'il faut que ce soit un acier. Parce que de l'acier, on peut faire de l'acier au feu. Et on comprend qu'au fourneau, ça ne peut pas s'arrêter. Si vous arrêtez ça, du coup, si ça refroidit là-dedans, il est mort. On ne peut pas le vider, on ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a des problèmes en France, là, quand ils ont arrêté les fourneaux avec métal, parce qu'une fois que ça a arrêté, c'est mort, ça ne part plus. Donc, voilà, ça j'en ai parlé, voilà, bien. Oui. Donc, il faut savoir que quand on fait ça, donc, on génère 2 tonnes de gaz carbonique pour tonne d'acier. Alors, il y a une autre façon de faire de l'acier, c'est de le faire fondre dans des foires. Alors, généralement, c'est très utilisé pour le recyclage. Donc, comment ça marche? C'est aussi dans le test, ce truc-là. Donc, vous avez des cuves énormes, là. Ça, c'est des anodes en graphite. Donc, là, vous avez vu de près, elles sont grandes comme moi. Donc, ce diamètre-là, comme moi. Et alors, elles ont des petits. Ces morceaux-là, ce sont des pâtisses. Et donc, comme ça se consume au fur et à mesure que vous cuisez, c'est à l'air tout ça. Donc, ça se consume, au fur et à mesure, ça se consomme. Et puis, donc, il ne faut pas que ça s'arrête. Donc, vous enquillez, vous vissez au fur et à mesure des anodes les unes après les autres, et ça ne s'arrête jamais. Et donc, et puis, le fer en fusion, l'acier en fusion, dans des labos, dans des compostes. Ça, c'est assez ancien, hein, parce que les premiers brevets datent du XIXe siècle, mais comme souvent les Anglais et les Français sont suivis de près, là, il y a quand même 10 ans d'écart. Hein. Et la première usine a été faite aux USA, c'est plus rapide que les autres, là. Et quand même, 35% de la production mondiale d'acier est faite comme ça. Alors là, vous voyez qu'on consomme du carbone. Alors, quand vous produisez 1 tonne d'acier, ben, vous consommez une demi-tonne de carbone. Ça veut dire que vous avez besoin par an de 256 millions de tonnes de carbone. Et c'est pas n'importe quel carbone, c'est du graphite, c'est quelque chose qui a été. C'est la haute technologie, vous allez voir un petit peu après. On n'a pas l'impression comme ça parce que c'est pas la grosse industrie, mais c'est très délicat parce qu'on ne peut pas de rater une anode. Si l'anode a des fissures ou elle est mal faite, et si elle s'écoule dans le bain, c'est la grosse catastrophe. Parce que du coup, ça gâche tout votre bain, il y a trop de carbone, et puis ensuite il faut arrêter tout ça parce qu'il faut. C'est très embêtant. Donc, il y a intérêt à ce que ce soit bien fait. Alors, je parle du fer, mais il y a aussi l'aluminium. Il faut savoir qu'avant, au milieu du XIXe siècle, on ne savait pas isoler l'aluminium facilement.
c'était aussi cher que l'argent. On vendait des bijoux. Là, c'est une médaille avec Napoléon III, faite en aluminium. Et puis, les Français et puis les Américains ont pondu une technologie qui est un peu inspirée de la précédente, dans laquelle il y a on met donc dans une espèce de grande piscine. Alors ça, c'est une vieille usine pour faire l'aluminium, ça c'est plus récent. Ça c'est en France d'ailleurs, c'est à Carbone-Savoie, c'est en Savoie. C'est ici, Carbone-Savoie. Ça c'est le fond de la piscine est en carbone, pour son conducteur. Et devant le pont, les grandes anodes ici, alors ça c'est pareil, c'est grand comme la table, c'est énorme. Pareil, une autre technologie, il ne faut pas que ça s'effondre dans le bain. Vous mettez dedans le minerai de la bauxite, donc le minerai d'aluminium, l'anode qui est en carbone, il faut un fondant, comme pour le fer, et puis ça donne l'aluminium, et puis encore une fois, on additionne. Alors, le fait de faire de l'acier ou le fait de faire l'aluminium, ou les deux, additionné, ça génère 15 à 20% du carbone, du dioxyde anthropique, donc du dioxyde fait par l'homme. Ça veut dire 1,3 milliard de tonnes par an. On voit bien que ce n'est pas les voitures qui polluent le plus. Hein. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire autrement, pour l'instant. Donc, encore une fois, même pour l'aluminium, c'est pareil. Si vous voulez faire une tonne d'aluminium, eh ben, il faut sacrifier une demi-tonne de carbone. Donc ça, pour l'aluminium, c'est 20 millions de tonnes par an. Ça, c'était les chiffres 2010. Je pensais que ça augmente un petit peu. Alors ça se continue évidemment. Alors maintenant, l'acier issu des hauts fourneaux c'est plutôt l'électrolyse, mais ça continue évidemment, toujours pour l'acier. Mais à partir des années 50, il est devenu l'industrie nucléaire. L'industrie nucléaire a généré une autre demande à carbone, parce que le carbone avait beaucoup d'interpérature de notre monde. Sinon, c'est pas un réacteur, en fait, tout le monde. Et donc tout ça, là, c'est des pièces vous voyez la taille, ici, là. Ça, c'est un vieux réacteur, hein, et ce genre de réacteur n'existe plus maintenant, cette technologie-là, mais quand même, quelle que soit la technologie, il y a toujours du carbone dedans. Donc tout ça, c'est un carbone graphique. C'est obsolète, donc ça, c'était un modérateur graphique de refroidissement à gaz. Vous avez aussi des refroidissements à eau, vous avez des technologies à sel fondu. Ça, c'est le cœur d'un graphique, d'un réacteur à sel fondu. Toute cette pièce-là, c'est un graphique. Tout ça. Pour la technologie HTR, là le cœur ici est en uranium, mais la coquille que vous voyez là, en fait, elle est en carbone, puis il y a du carbone aussi, mais il y a plusieurs couches de chlorocarbone. Donc le carbone, parce qu'il y a l'entrée de neutrons, est très utile, très utilisé pour l'industrie nucléaire, et c'est pas n'importe quel carbone, encore une fois. Il faut vraiment arranger son orientation, sa densité, etc. Donc le carbone est partout, parce qu'on exploite beaucoup sa productivité électrique, aussi sa réfractarité. Par exemple, tous les balais de moteur, il y a besoin de frotter sur le rotor, et puis faire passer le courant, et tout ça c'est en carbone. Pour faire du silicium, qui est très utile pour faire l'électronique, les creusets sont souvent en carbone. Ça c'est un anneau de silicium, mais les creusets sont en carbone, en graphite. Les moules ici, pour faire ici des lingots d'or, par exemple, c'est en graphite. Dès qu'il faut chauffer, beaucoup, c'est un graphite. L'avantage aussi du carbone, c'est qu'il est peu réactif, sauf avec l'oxygène. C'est un anneaux d'érosion, parce que ça se cuisine bien. Les joints chauds aussi, dès que vous voulez faire quelque chose, une étanchéité à très haute température, c'est le carbone qu'on utilise. Le graphite. Ça, c'est le papier graphite. Alors, vous allez me dire, finalement, depuis plusieurs diapositives, je vous montre des pièces qui ont des formes très déterminées. Ceci, là, il y a des trompes, des trucs. Comment on fait quand vous avez un matériau pour le mettre en forme comme ceci, alors que ça ne fond pas. Il ne faut pas le mettre dans un moule. C'est pas fait avec un moule, ça. Enfin, en tout cas, pas avec du graphite pur. Donc, c'est pas comment on fait, c'est pas faire du graphite de minerai, ça. Donc, comment on fait Eh bien, on fait des composites. Donc, c'est-à-dire qu'on prend de la poudre, soit de la poudre cocotte, soit la poudre de graphite naturel, qui est conducteur, qui est isotrope, qu'on peut obtenir par colonisation de Bray, je vais en parler après, maintenant d'ailleurs, et on rajoute un liant, qui a beaucoup d'autres fusibles, et puis de se carboniser après. Alors les Bray, ce sont des produits lourds de la distillation du pétrole, ou également des produits lourds
de la distillation des goudrons de houille. Il y a moins de houille, donc on s'en va plutôt sur le pétrole. Et ce sont des matériaux qui sont aussi très importants parce qu'ils sont utilisés pour faire de la coque, des coques, ils sont utilisés pour avoir ce rôle de liant là. Et une fois que vous avez mélangé tout, alors du coup vous avez une pâte, et puis vous mettez dans la forme que vous voulez, vous cuisez, et là vous avez du carbone pur. Et avec des propriétés qui sont plus ou moins scintigraphiques suivant la température à laquelle vous le cuisez. Ça je l'ai dit, c'est bien. Alors, oui, le prix est assez méconnu parce que, pourquoi? Parce que justement, comme je vous ai dit, attention, il faut quand même que, c'est quand même une anode, c'est quand même un matériau de haute technologie, parce qu'il ne faut pas qu'il s'effondre dans le bain, il ne faut pas qu'il s'effondre dans le réacteur, donc il faut vraiment qu'il ait certaines caractéristiques, et donc des caractéristiques en conditions chimiques, en température d'arrondissement, viscosité, porosité, anisotropie. Il faut que le carbone qui est formé après carbonisation en partir de ce bret ait des propriétés qu'il faut, électriques, thermiques, mécaniques, etc. Donc c'est assez compliqué en fait. Et donc il y a tout un savoir-faire industriel là, qui est relativement pragmatique, plutôt que mais qui est très important. Et qui est soumis à des aléas. C'est-à-dire que les sources, tous les pétroles, vous savez, ne sont pas identiques sur la planète. Les pétroles légers, les pétroles lourds, ce qui fait que le résultat issu de la distillation de ces pétroles-là n'est pas le même. Donc le break que vous allez sortir de pétrole à un autre ne sera pas le même. Et donc le gars qui doit faire son mode avec ça, il est assez embêté. Les conditions d'usage sont extrêmes, hein, donc il ne faut vraiment pas s'arrêter. Et on n'a pas pour l'instant trouvé de matériaux de remplacement. On essaie de faire des braises synthétiques, on n'arrive pas, c'est pas fait. Et il y a également des problèmes biologiques, parce que vous imaginez bien que ces trucs-là, c'est quand même assez riche en hydrocarbures polyaromatiques, c'est pas bon pour la santé, c'est cancérigène, mais on ne sait pas faire ça. Donc on fait des normes, bon, mais les industriels font aller quand même avec, parce qu'on ne sait pas faire ça. Alors, on en est toujours au XXe siècle, hein, donc après l'aventure nucléaire, et puis l'aventure. Là, maintenant vient l'aventure spatiale. L'aventure spatiale a réclamé des matériaux très performants, qui n'existaient pas encore. Donc, comme on l'a fait, on a encore fait des composites. Un peu le même principe. Sauf que cette fois-ci, on ne portait pas de poudre, on portait de fibres. Donc on fait des fibres de carbone, et puis on le met dans une matrice, qu'on a rempli avec une matrice. Soit c'est une matrice polymère qui a l'application par haute température. C'est ce qu'on fait ici, par exemple. Ça, c'est un réservoir à propéragol d'Ariane, je crois que c'est Ariane. C'est 3,5 mètres de diamètre quand même, hein, c'est pas rien. Mais tout, c'est pas pur carbone pur, c'est des fibres qui sont en carbone, des matrices en polymère. Soit c'est des applications haute température, haute performance, là, on va faire par exemple un col de cuillère, ça c'est le col de cuillère d'un réacteur d'Ariane, voir le puits de rentrée dans une capsule, voire même les. Alors j'ai travaillé sur le projet, ça c'est la navette Hermès, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il avait été à un moment question que l'Europe fasse la navette concurrente de la navette américaine, et c'était les navettes Hermès qui étaient très intéressantes technologiquement parce que les Américains avaient choisi de. Quand ceci descend, c'est comme ça, hein, c'est-à-dire qu'au frottement de l'air, les bords d'attaque, le nez, les bordels, tout ça sont sortis à très haute température, 1500 degrés. Il n'y a pas beaucoup de matériaux qui résistent à ça. Donc, les gens ont essayé de le faire en carbone. Ou en céramique. Alors, les Américains ont choisi l'option céramique et ils ont choisi de couvrir tout ça avec des tuiles. Sauf que lorsqu'il y a une tuile qui s'éteint, c'est la tuile justement, et puis ça venait exploser là, selon les personnes. Là, c'était pas l'option tuile, c'était l'option intégrée. Donc la pièce elle-même était supposée être préformée. Et donc ça restait pas devant sur la navette. Bon, la navette n'a pas vu le jour, malheureusement. On parle d'une autre navette maintenant. Donc je parle des fibres de carbone, très important, les fibres de carbone. Vous allez voir pourquoi. Il y a deux façons d'en faire. On parle d'un polymère particulier, le polymérie, ou on parle d'un bret, encore des brets. Ils sont particuliers aussi, certains. Ils ne sont pas tous pareils, enfin, un mésophasique. Je rentre pas dans les détails. Dans les deux cas, alors ça c'est une technologie qui date des années 50, il n'y a rien. Hein. Les Français ont été assez actifs là-dedans, dans les années 60. Renault savait faire ça. Et puis on a laissé tomber. C'est les Japonais qui dominent. Les brets, là, les fibres de brets ont été inventés par les Japonais. Et donc, dans les deux cas,
on fond le précurseur, le polymère en vrai, on le dissout, bon, on le filme, un petit coup à chaud, un peu à l'air pour figer la forme de film, et puis ensuite on la carbonise. Parce que si on chauffe trop ça, on fond tout, et puis du coup on perd la morphologie filamentaire. Donc il faut le stabiliser un petit peu. Puis ensuite on le carbonise. Alors, pourquoi c'est intéressant? Là, c'est un graphe qui vous rapporte ici, là c'est la résistance en traction. Plus ça va aller, plus c'est résistant, plus ça va aller. Et ça, c'est le module élastique en traction, c'est-à-dire la résistance à la déformabilité, si vous voulez. Donc, si vous voulez, le titane, c'est ici, l'acier, c'est là, le Kevlar, c'est ici, mais tous les points extrêmes, là, c'est du carbone. Tous les points roses sont des fibres de carbone faits à partir des polymères. Tous les triangles verts sont des fibres de carbone faits à partir de grains. Donc, si vous voulez une fibre qui résiste beaucoup, vous prenez une fibre issue de polymère. Si vous voulez une fibre qui conduit beaucoup, eh bien, vous prenez une fibre issue de grains. Non, c'est pas à faire entre les deux. Et alors, vous voyez que ça surpasse n'importe quel autre matériau. Il n'y a pas mieux. Il y a mieux. Vous allez voir tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qui a fait que technologiquement, la demande mondiale en fibre de carbone qui a monté péniblement est en train d'exploser. C'est pas pour rien qu'à 350, je pense qu'on en parle après, on tient 50% de matériaux qui fait du carbone. C'est ce que maintenant ça se démocratise. Avant, c'était réservé aux agents militaires, aux voitures de course. Maintenant, ça se démocratise. Les fabricants principaux, c'est le Japon, 60% de la production mondiale. Après, USA, Allemagne, Corée, Chine, la France n'existe pas. Les Français font leurs fibres pour leur application. Donc ils ne vendent même pas la fibre. Ils ont une application, ils font une fibre moyenne qui convient, mais ils font ça. Donc les fibres, on en fait des mèches comme ça. Dans une mèche comme ça, vous avez 10 000 filaments, par exemple. Chaque filament fait à peu près 10 000. De ces fils-là, on en fait des tissus. Les tissus, on peut les mettre en forme. Là, c'est un cadre du bleu de 350. Et puis cette préforme, vous la densifiez avec votre résine qui vient figer la forme, et puis ensuite vous la réticulez. Et ça va dans les années. C'est le même principe si on veut faire des cols de cuillère, sauf qu'on remplace le polymère par concordance. Ou alors, on peut faire, ça c'est l'imprégnation par abrège, je disais, ou alors on peut faire aussi la filtration, c'est-à-dire que dans un fort comme ceci, là, il faut y rester des semaines. Vous avez votre préforme fibreuse, et puis on envoie un gaz, en particulier le méthane, et on le craque à température, mais à très faible température, et pas beaucoup de gaz à la fois, parce qu'il ne faut pas boucher les pores extérieurs. Vous voulez infiltrer votre préforme jusqu'au cœur. Donc il y a tout un savoir-faire aussi là, il faut que ce soit lent le processus. Donc il faut commencer à remplir la préforme par l'intérieur, et puis au fur et à mesure, vous bouchez toute la porosité. La porosité, pour les applications mécaniques, c'est pas pour moi, parce que les consommateurs de contraintes, c'est pas bon. Donc on essaie d'éviter. Une application qui est très très ancienne, avant même 1950, c'est les freins. Les Airbus, depuis très longtemps, sont des freins en carbone. Et ça, c'est bien meilleur que l'acier. D'abord, c'est plus léger déjà, donc c'est bon pour l'avion. Et puis, c'est insensible au choc thermique, c'est une absorption d'énergie 3 fois supérieure à celle de l'acier, c'est insensible au fatigue mécanique, c'est une endurance très supérieure. Là, vous avez un Airbus qui est en freinage d'urgence, vous voyez que les freins ils sont rouges là. Mais si vous faites ça avec un acier, l'acier il ramollit, puis ça freine plus. C'est pareil pour les voitures. Donc c'est pour ça que je disais que la 350, d'ailleurs comme le Dreamliner de Boeing, ils sont arrivés sur le marché en même temps, contient à peu près 50% de matériaux composites, matrice résine et fibres de carbone. Les pales d'hélice pour les hélicoptères, les éoliennes, la 400M, ça contient des fibres de carbone. Pour le transport terrestre, les voitures, bon, dès que ça commence à être cher, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça, mais enfin, une voiture comme ça, un vélo, je ne sais pas si il y a des amateurs de vélo aussi, mais des vélos comme ça peut valoir 4, 5 000 euros, quand même. Mais tout en carbone, y compris, même là, je ne pense pas que ce soit le cas, mais y compris le pédalier peut être en carbone. Ça, c'est les freins en carbone de Formule 1, et là aussi, quand ça freine, ça chauffe, ça va au fond, mais c'est pas grave. Cette BMW là que j'ai photographié au congrès carbone en 2015, qui est tout en carbone, même dans les moteurs qui sont en carbone. C'est indestructible ça, enfin presque. Là c'est une voiture sûre, ça c'est pas
Et les pantographes aussi, elles sont des mélanges, on essaie de le durcir, de mélanger avec du cuivre pour durcir un petit peu, mais c'est du carbone, ça c'est Merced qui fait ça. Tous les articles de sport, hein, les planches de ski, de surf, des chaussures de protection, des cannes à pêche, des casques, des raquettes de tennis, des masques de protection, tout ça c'est du carbone résine. Dans le médical, on fait des prothèses. Toutes ces pièces-là, c'est des pièces qui vont dans les métacarpes, tous les petits os ronds là, comme dans les pieds ou dans les mains, ça peut se faire en carbone comme ça. Ou les prothèses pour remplacer le titane, qui peuvent être en carbone ici, ou alors recouvertes de carbone. Parce qu'il y a un coefficient de friction très très faible, très intéressant. Peut-être vous reconnaissez monsieur là, Oscar Pistorius. Bon, il a eu mauvais goût de descendre sa femme à coup de mer, mais à part ça, il a fait beaucoup de choses pour les handicapés. Et on va essayer avec les filles là. Ça c'est une valve cardiaque. Alors, autre application aussi, qui n'utilise pas à chaque fois, c'est une application de biocompatibilité, c'est utilisé côté thermique, c'est utilisé aussi une résistance mécanique. Ce qu'on peut utiliser aussi, c'est la grande surface spécifique. Si vous savez ce que c'est une surface spécifique, c'est la surface par le poids. Le carbone, le graphène, si on prend le graphène isolé, c'est le matériau qui est la plus grande surface spécifique possible. Proche de 3000 m² par gramme. C'est-à-dire que dans 1 gramme de carbone, vous avez un terrain de foot en surface. Ça, c'est parce que vous considérez un graphène unique, donc c'est très léger puisque c'est monatomique, et puis vous considérez les deux côtés de la surface. Vous arrivez à 2880 m². 1880 m². Et donc, en déclinant un petit peu le nombre de graphènes et puis la porosité, etc., vous arrivez à faire toute une gamme de matériaux qui sont très absorbants, avec des porosités que vous contrôlez, sur votre application. Ça doit être du masque à gaz avec lithium branchable, y compris même le charbon végétal, vous devez connaître, c'est le charbon bullock. C'est ça aussi, ça. C'était quand on a un peu des humeurs estomac, quand on est ballonné, pour des charbons bullock, ça absorbe ce qu'il faut, et puis santé. Donc ça, c'est une modélisation de ce que peut être un dépôt dans une structure graphénique. Hein. Tout ça, je vous parle de carbone graphénique pour l'instant. Alors, graphénique, c'est tellement, il faut pas oublier quand même, mais les diamants. Alors, c'est intéressant d'avoir les chiffres par rapport à vous vous souvenez, je vous ai parlé de millions de tonnes avec le graphène, mais là, on en est à 40 tonnes, 4 tonnes, 20 tonnes, bon, c'est pas la même dimension, évidemment. Donc, là, sur une production mondiale en 2014, de 100, on va dire 100 tonnes à peu près. Bon, il y en a 4 tonnes, tout ça, il y en a à peu près 25 tonnes qui sont naturelles, 80 qui sont synthétiques, 4 tonnes en joaillerie, tout le reste c'est dans l'industrie. L'industrie, c'est des outils comme ça, hein, des outils pour creuser, pour forer, pour des outils de coupe, de forage, de polissage. Donc des parties diamantées ici comme ça. C'est quand même un marché, quand même, la De Beers, en 2017, elle a vendu pour 720 millions de dollars de diamants. C'est pas rien. Alors ça, j'aime bien faire ça, c'est des dans l'atmosphère, qui ne peuvent pas d'ailleurs. Si vous avez. Alors généralement, c'est des gens qui m'en parlent, les choses d'Afrique, en plus, c'est leur belle-mère qu'autre chose. Donc, si vous avez une belle-mère qui a beaucoup décédé, vous pouvez garder un souvenir en transformant en diamant. Alors il y a des sociétés très sérieuses, hein, j'en ai vu plusieurs là. Celle-ci est présente dans 33 pays quand même. Donc, évidemment, il faut passer au laboratorium, mais ils récupèrent les cendres, je suppose qu'il faut passer à l'air, parce que sinon il ne reste plus beaucoup de carbone. Et puis, ils font un processus avec température plus pression, c'est pour ça que c'est assez cher, et ils vous rendent un diamant. Enfin, souvenir, c'est pas comprendre, c'est mieux qu'une urne quand même, sur une cheminée. Bon, dans notre diamant, il y a aussi le bois du cercueil, j'imagine, hein, bon, on va pas choisir non plus, hein. Donc, vous voyez, c'est quand même assez cher. Hein. Si vous avez un diamant d'un carat, ça va vous coûter 20 $. Ah oui, c'est pas quand on aime, hein. On comprend. On arrive au XXIe siècle. On y est là, au XXIe siècle. Alors, c'est au XXIe siècle qu'on parle d'années. Je sais pas où j'en suis là, je me suis un peu. Ah non, ça va, c'est bon. J'ai commencé. Bon, nano. Alors, nanoscience, nanotechnologie, nano, on entend beaucoup parler. Le nano, c'est beau. Pourquoi c'est beau? Parce que c'est parfait. Qu'est-ce qui fait que les matériaux faillissent? C'est leur défaut. Plus vous descendez dans le nano, donc plus vous descendez dans la chaîne, plus vous vous rapprochez de la perfection possible. Moins vous avez de chance de rencontrer de défaut. Si vous allez jusqu'à la molécule unique, elle est parfaite. Une molécule de métal,
Si vous remplacez un hydrogène par autre chose, ben, c'est plus du méthane. Donc mieux que méthane, c'est parfait. Ben, graphène, c'est parfait. Et donc, si on vient chercher des propriétés à l'échelle nanométrique, on a accès aux propriétés ultimes. C'est pour ça qu'on s'excite avec le graphène, qui peut être supraconducteur, ou ça, autre chose. Donc ça a commencé pour le carbone avec l'histoire des fullerènes, qui a été découvert en 85 quelque chose, et qui a donné le Nobel, comme je vous avais dit. C'est vraiment nano parce que, alors ça c'est la molécule de fullerène, je vous ai montré tout à l'heure, mais il y a 12 pentagones, 20 hexagones, ça fait 0,7 nanomètres. Donc c'est moins d'un nanomètre. Pour que ça ait pour donner une idée de l'échelle nanométrique, vous êtes assez familiarisé, je pense, avec l'échelle nanométrique, enfin beaucoup d'entre vous, c'est pour obtenir, pour qu'un fullerène soit aussi grand qu'une balle de ping-pong, il faudrait le grossir 57 millions de fois. Ça veut dire que si je grossis ma balle de ping-pong autant que je grossis mon fullerène pour une balle de ping-pong, ma balle de ping-pong elle ferait 2 fois la force. Donc, c'est quand même très très petit. Et ça s'étudie, ça se voit, ça se voit. Ce qu'on ne savait pas faire avant. C'est pour ça que le nano aussi explose. Le nano, c'est pas. On avait la notion du nano avant, sauf qu'on n'avait pas les outils pour les manipuler non plus. Le nano explose parce qu'il y a une conjonction de conditions, de circonstances. On sait les isoler, on sait les étudier à l'échelle nanométrique individuellement, et on sait les manipuler. Dans le fullerène, le plus facile, donc si vous avez remarqué, bon, c'est connu, hein, c'est la structure de balle au foot. Hein, tout ce qui est en noir dans le foot, c'est des pentagones, vous en avez 12, mais c'est pas 12, c'est 13, c'est 12. Si vous voulez refermer un pavage d'hexagone, ça ne marche pas. Il faut mettre des pentagones, et que 12. C'est une loi mathématique par un monsieur qui a 100 paramètres, mais voilà. Donc il n'y a pas que le fullerène, les noix de carbone qui sont connues depuis le 19e siècle. Le carbone, on s'en servait pour faire des pigments, mais on ne savait pas que ça avait cette structure-là, évidemment. Mais c'est des petits paquets de graphène mis globalement en texture concentrique. Vous avez des tubes, évidemment, avec différentes façons de disposition du graphène. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais suivant que celui-là il sera semi-conducteur, celui-là il sera métallique, c'est ça aussi qui est formidable dans le graphène. Vous ne changez pas la molécule, vous la roulez juste différemment. Et bien vous changez la propriété électronique de semi-conducteur à métallique. C'est ce qui est aussi pour ça qu'on s'excite dessus. Vous avez aussi des nanocores comme ceci, là, qui peuvent être intéressants pour faire de l'absorption, justement, parce que ces textures-là sont monographéniques et pas fermées, donc on a accès à l'intérieur. Les nanocones, ça, on fait ça chez nous au laboratoire, qui ont des très bonnes propriétés d'émission et mécaniques aussi intéressantes pour faire des sons de microscopie à champ proche. Et les graphènes en 2014. Un petit mot sur le nord de carbone. Donc, voilà, ça c'est le modèle, et ça c'est un peu la réalité vue en microscopie à transmission. C'est pas forcément des boules isolées, c'est souvent sous forme de chaînes comme ça. Et alors, souvent, vous prenez des chaînes plus ou moins ramifiées, ben, vous avez, ça dépend de votre application, hein. Mais c'est quand même tout graphénique, tout ça, avec beaucoup de défauts évidemment. C'est le seul nanocarbone qui, pour l'instant, est fabriqué à l'échelle industrielle. Quand je parle industrielle, c'est en millions de tonnes. Donc ça, c'est des réacteurs, vous voyez l'échelle, là, il y a un monsieur là, ça c'est des réacteurs de carbone, et on va fabriquer 10 millions de tonnes par an. Du coup, c'est pas cher, c'est de l'ordre de 6 à 15 $ le kilo, donc ça commence à être des prix que les étudiants aiment bien entendre ça, parce qu'on peut travailler avec. Donc ça se fait à partir de l'hydrocarbure, qu'on envoie dans un four comme ceci, puis qu'on craque, et puis en fonction, avec un peu d'oxygène dedans, il faut juste doser ce qu'il faut, et puis on a des textures comme ceci. On peut rendre les graphènes plus ou moins parfaits, donc des conductivités plus ou moins grandes. On sait jouer sur le plus. Donc c'est le seul carbone fait à grande échelle. Pourquoi? Parce qu'on peut jouer sur propriétés, donc il y a des applications multiples. Il est facilement adaptable par la fonctionnalisation, donc il peut s'adapter à beaucoup de matrices, beaucoup d'environnements. Et puis il n'est pas cher surtout. Hein. Et on va ici, on va être la plus grosse utilisation des noirs de carbone, 75% des noirs sont utilisés à renforcer le spectre pour les rendre noirs. C'est une conséquence qui sont noirs. C'est pour durcir votre pneu, parce que si vous faites un pneu avec un élastomère, il va durer 2 mois votre pneu. Grâce au noir de carbone, il va durer 2 ans. Pour rendre les plastiques conducteurs aussi, on sait qu'à chaque fois qu'on a
des processus ou des stockages, ou même dans une voiture, par exemple, je ne sais plus quel jeu, je crois que c'est Ford, qui a fait des filtres en essence en résine chargée en un tube pour rendre la résine conductrice, pour éviter justement les effets de charge électrostatique. Dès que vous avez quelque chose d'explosif autour, il vaut mieux éviter les charges électrostatiques. Donc on peut rendre comme ceci les plastiques conducteurs en mettant des mémoires de carbone, des nanotubes. Il faut ça aussi des nanotubes. Le revêtement protecteur, absorbant dans vos téléphones, vous avez souvent quelque chose de noir, c'est quelque chose pour ralentir les ondes électromagnétiques, pour contrôler le cancer de l'organe. Sinon, il y a les pigments, les encres, les peintures, tonnerres, plastiques, même pour les cosmétiques. Alors, il y a le tube de carbone. Alors, vous avez des exemples. Alors, vous avez un tube de carbone vu en microscopie à transmission, donc c'est un monoparoi. Là, il y a très bonne résolution, donc on voit même les hexagones. Donc ça veut dire que c'est un seul graphène entouré. Là, c'est deux graphènes, vous voyez, en section transversale, vous voyez qu'il y a souvent deux couches. Ça, c'est un mono, mais c'est des couches. Il peut y avoir plusieurs couches aussi, avec des pans transversales. Les graphènes peuvent être aussi obliques par rapport à l'axe, etc. Donc il y a toute une zoologie de nanotubes qui donne toute une variété d'applications possibles en fonction des propriétés que la configuration des graphènes propose. Voilà. Ça, c'est même pas exhaustif. Hein, je ne vais pas avoir le temps de détailler tout ça, mais sur la base des différentes possibilités, des différentes propriétés des nanotubes, voilà toute la gamme d'utilisation qu'on peut envisager de faire avec des nanotubes. Alors certains sont déjà sur le marché, d'autres pas. Certains demandent des nanotubes très purs, d'autres pas. Donc, forcément, ceux qui sont purs sont plus chers, donc ils ne sont pas encore sur le marché parce que ça reste encore d'études. Voilà. Mais ça vient. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais des fibres de carbone. Hein, j'ai dit que la fibre de carbone, il date des 50-60. Et c'est seulement maintenant là que les dans 350 un avion commercial. Donc ça prend, vous voyez, tant que ça prend pour que ce soit vraiment quelque chose qui se diffuse. Voilà, il ne faut pas être trop pressé, il faut attendre que la technologie progresse et la science progresse. Donc ça c'est l'avantage des nanotubes de carbone, c'est que c'est beaucoup moins compliqué à faire que des fibres de carbone. Les fibres de carbone, je vous ai dit que c'était un polymère particulier, mais c'est plus compliqué. En fait, c'est un copolymère, il est additif, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Le nanotube, c'est beaucoup plus simple en fait. Vous avez une source de carbone, un catalyseur, une source de température, et puis vous faites des nanotubes. En gros, c'est ça. Il faut faire ça dans votre garage. Hein. Pas un problème. Et donc, c'est pas compliqué, c'est pas comme le graphène. Donc on arrive, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction de la qualité que vous recherchez, vous avez des prix différents, et puis donc vous avez certains qui sont déjà arrivés sur le marché, mais d'autres pas. Alors, si vous voulez un nanotube monoparoi, vous savez, ceux qui peuvent être semi-conducteurs ou métalliques, suivant le graphène exposé, ça coûte encore quelque chose entre 80 000 et 300 000 $ en kilo. Ça, c'est un chiffre qui fait quitter l'industriel, ça. Mais comme on est pas trop exigeant sur la qualité, multiparoi, là on trouve à peu près 50 $ le kilo, qui se rapproche des prix pratiqués. Là, c'est une fibre de carbone standard, l'ordre de 20 $ le kilo. Donc là, on est dans le kilo. Et donc, du coup, on trouve les applications qu'on fait actuellement sont plutôt à partir de nanotubes de carbone. Alors, vous vous souvenez de ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous ai dit que le carbone c'était très bien, c'était mieux que tout, qu'il n'y avait pas mieux. Ben, si, il y a mieux. Il y a mieux, mais c'était carbone aussi. C'est-à-dire que si on prend la nanotube de carbone, eh bien là, on plafonnait à 7 GPa ici, avec la meilleure de chez Torreca, c'est un T1000. Là, si on fait si on regarde la nanotube de carbone, c'est pas 7, c'est 45 à 100 GPa en résistance mécanique. Donc si on arrive à le conserver, alors ça c'est pas un tube. Alors si on arrive à transférer ça à l'échelle de fibre, on a gagné déjà fond. Mais c'est pas facile, tout se mérite. Ça a donné par exemple l'idée de faire ce genre d'application, donc vous avez entendu parler sans doute, à laquelle je ne crois pas, mais vous rêvez de l'ascenseur de l'espace. Donc vous avez, plutôt que de payer à plus d'heures des navettes qui se cassent la gueule, on a pensé faire un ascenseur pour aller de la Terre jusqu'à la station orbitale. Donc il faut un câble pour accrocher l'ascenseur, et il faut une plateforme. Une fois qu'elle est dans l'espace, la plateforme, c'est pas trop grave si elle est lourde, parce que là-haut, il n'y a pas de gravité, mais enfin, quand même, on peut la faire en carbone sans se faire léger. Mais le câble même, le
le carbone, c'est le seul matériau qui va résister à son propre poids sur une longueur pareille. J'ai encore regardé les liens, je ne l'ai pas regardé récemment, mais il y a un site là, Obayashi Corp, ils ont prévu que dans tant d'années, ils vont y arriver. Les dernières années, l'échéance recule. Bon. La station orbitale, c'est 400 km. Il faut faire un câble de 400 km sans défaut. Bon, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Il y a aussi le USA qui a essayé de faire ça. Alors, j'aime bien parler de ça parce que aux États-Unis, sur un projet pareil, ils sont capables de trouver des investisseurs. Vous imaginez ça en impossible. Ça fait une grosse différence entre les deux pays. Bien sûr que c'est un projet un peu fou. Mais les investisseurs, ils investissent dans 10 projets, ils savent qu'il y en a un sur les 10 qui va payer tout. Donc ils n'hésitent pas. Donc je suis un peu aigri là-dessus parce que les chercheurs, ils ont plein d'idées, et puis pour trouver un industriel qui veut bien investir, c'est pas évident. Il faut lui apporter le produit tout fait, puis elle veut peut-être bien regarder ce qui s'intéresse. Bref, alors, j'arrive à la conclusion. Donc le carbone, c'est le matériau de tout le record. C'est le meilleur conducteur thermique qui soit, meilleur que le diamant quand on prend le graphène, sinon c'est tellement le graphène parfait, ou la nature du carbone. De ce point de vue-là, le graphène parfait, donc graphène unique et un tube, ça ne peut pas. C'est le meilleur conducteur électrique qui soit, meilleur que le cuivre, meilleur que n'importe quoi, à condition que ce soit parfait, pareil. C'est la meilleure résistance mécanique qui soit. C'est la plus grande résistance de surface spécifique qui soit. C'est le plus réfractaire qui soit. Et c'est le plus versatile. On va faire un peu dedans, pour eux, un conducteur, un isolant. Donc, s'il n'y avait pas le carbone, on n'aurait pas une révolution industrielle, parce qu'on n'aurait pas eu fer, on n'aurait pas de bio, on n'aurait pas d'électricité. D'un point de vue métallurgie, donc, on aurait 40% en ce moment d'électricité en moins. On n'aurait pas de moteur électrique, on n'aurait pas de pile. Je ne vous ai pas dit ça, mais dans chaque pile que vous avez des électrons de carbone. Parce que les piles, en particulier les piles rechargeables, il faut qu'entre les plans, là, ça tape le lithium qui doit partir, entrer. Et donc, là, pour l'instant, il y a que. On essaie de technologie, mais pour l'instant, c'est le graphite. Il n'y aurait pas de matériaux de performance, comme les fils de carbone, donc il n'y aurait pas de composite, il n'y aurait pas de fusée, il n'y aurait pas tout ça. Puis pour certains sports, il n'y a plus de record, hein, parce qu'une fois que vous avez enlevé le perchiste, ça perche en fil de carbone, il va revenir avec des perches en fil de verre, et il va sauter à mètre de moins. Mais évidemment, il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas de pression passionnelle. Donc voilà, c'est un choix. Alors après, je vous laisse choisir, est-ce qu'on vient avec le carbone ou est-ce qu'on n'est pas avec le carbone? Je vous laisse choisir. Je crois que j'ai fini. On va pouvoir maintenant essayer de creuser certains des détails. Allez, on va prendre la question. Si j'ai une question, un petit commentaire après. La question, ça concerne l'anthracite. Vous avez parlé d'anthracite au début. Oui. Vous avez dit l'anthracite, c'est sous forme de feuillet comme le graphite. Oui. Mais je ne crois pas, je n'ai pas entendu la structure des feuillets d'anthracite. C'est quoi? Alors, graphite, quelle est la différence? d'abord, j'ai dit anthracite qui était comme le graphite. Certains, ceux qui ont été, que beaucoup d'être. Parce que la notion d'anthracite pour un industriel de charbon, c'est la teneur en carbone. Donc on peut tout à fait trouver des anthracites qui ne sont pas en feuillet, comme j'ai montré là. Mais ils sont proches de 100% de carbone. Donc maintenant, si on veut des anthracites, comme je dis, très anisotropes, là, eh bien la structure, c'est comme celle du graphite, avec des graphènes qui sont beaucoup moins longs, plus de fautes. Et surtout, la différence avec le graphite, c'est que le graphite, vous voyez le graphène tel qu'il est. Hein. Pour le graphite, il faut les graphènes soient superposés, et il faut qu'ils soient dans l'ordre. Il faut que le graphène qui est dessus la première couche, il soit juste glissé d'une longueur de liaison dans le sens de liaison. Et puis le troisième, il faut qu'il soit en recul comme le premier. Et puis la quatrième, etc. Donc c'est A, B, A, B, A, B, comme ça. Ça, c'est le graphite. Dans l'anthracite, dans tous les autres carbones graphéniques, c'est empilé n'importe comment. Donc c'est comme si vous aviez des échettes avec des motifs, mais que vous ne faites pas correspondre les motifs. C'est comme ça. La seule différence, c'est ça. Enfin, ça, plus la largeur des domaines.
Parce qu'évidemment, plus votre domaine est court entre deux domaines, ça veut dire que vous avez un défaut, et donc là, vous commencez à tuer un peu la conductivité, un peu la résistance mécanique. Vous voyez. Donc plus on s'éloigne de la perfection, plus on perd en propriété. Après, d'accord. Allez. Il y a encore certainement des tas de questions sur le carbone qui est quand même. C'est aussi l'atome de la vie. Il y a du bio, donc il a plein de ressources. On peut parler du graphène si vous voulez. J'ai dit que je ne faisais pas l'exposé d'Annie. Pour prendre un petit chose. Concernant les propriétés mécaniques des nanotubes, Oui. bon, la comparaison avec les matériaux massifs, elle est bon, un peu abusive, Bien sûr. dans la mesure où effectivement on a des fibres très courtes et bon, la mise en œuvre pour faire des matériaux massifs à partir de fibres très courtes, c'est un problème qui est toujours pas résolu. Tout à fait. Donc, Tout à fait. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne croyais pas au projet d'ascenseur. et que, enfin, par ailleurs, il y a d'autres matériaux, les whiskers, qui ne sont pas en carbone, qui peuvent être obtenus sans dislocation, qui atteignent des propriétés à peu près analogues à C'est celles. les whiskers de céramique, vous dire, les whiskers Oui, c'est ça. de silicium, par exemple. Oui, ouais. Oui. Donc, ils sont relativement courts aussi. Hein. Et puis c'est pareil, si on fait une fibre longue, le problème du silicium, c'est qu'il y a un module Young très élevé. Ce qui fait que pour le filer, en faire des nappes, tout ça, c'est pas facile non plus. Oui. Donc, Et puis le dernier point, je pense, par rapport au composite, c'est qu'effectivement, une des limitations de développement, et d'ailleurs même dans l'aéronautique, c'est que le comportement mécanique de ces ensembles très compliqués, très anisotropes, etc., ils ne sont pas encore complètement maîtrisés. Enfin, ils commencent à être maîtrisés, mais déjà pour les matériaux massifs comme les aciers, les aluminiums, etc., le comportement en fatigue, la durabilité, la tenue à la fissuration, enfin, les gens passent, ont mis des cinquantaines d'années à être mis au point. Et c'est vrai qu'on est un peu au début de ces matériaux. oui, tout à fait. Et dernier point aussi, c'est le problème de recyclage, parce que les matériaux composites, c'est des matériaux qui sont très difficiles à recycler. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est du carbone. Eh bien, les gens travaillent dessus, c'est comme sur la biocompatibilité, hein, les gens travaillent dessus. En particulier l'école de Mondelby travaille sur le recyclage des composites à la fibre de carbone. Une des idées, c'est ce à quoi ils travaillent mieux, c'est d'éliminer la matrice pour retrouver des fibres qui sont ensuite utilisées à des utilisations moins demandeuses en propriété, parce qu'au fur et à mesure qu'on recycle, on dégrade. Puis à un moment donné, on va obtenir un carbone qui peut être parler de pour un grand chose, peut-être pas servir techniquement. Mais sinon, on peut toujours essayer d'en faire justement des substrats de croissance pour les plantes. On a le carbone retourne en plante là. Et c'est une façon aussi par les plantes de piéger le CO2. Donc, les gens travaillent sur des pistes pareilles. Mais oui, c'est beaucoup plus difficile à recycler qu'une tôle. Oui. Une question précise par rapport à la dislocation. S'agissant du diamant, ce que tu dis, les propriétés des matériaux, d'accord, sont terrestres. En laboratoire, ils utilisent des enclumes en diamant pour transmettre. Donc ma question est toute simple. Il y a des dislocations dans le diamant? Oui, c'est pas mon sujet d'étude, mais dans le laboratoire, dans le semestre, il y a quelqu'un pour faire un thème qui travaille là-dessus. Oui, il y a des situations à la base. C'est un cristal sans dislocation, oui, ça peut exister. Sinon, je refais une petite blagounette sur le l'âge du carbone. La synthèse du carbone dans les étoiles d'une certaine taille, est liée à une constante d'interaction forte. Et si on la touche d'un millième, il n'y a pas de synthèse de carbone. Si on touche quoi? Il n'y a pas de, si on touche la constante nucléaire d'interaction forte d'un millième, il n'y a plus de synthèse de carbone. Comme quoi, à quoi ça tient? À quoi ça tient? C'est le moment que je fasse la petite remarque que je voulais faire tout à l'heure.
C'est vrai que le carbone se forme dans les étoiles à certaines étapes de la révolution, mais actuellement le Soleil ne fait pas de carbone, il va faire du carbone dans 5 milliards d'années. Il n'en fait pas encore. Ah non, pas d'autre. Il est en train de former l'hélium à partir de l'hydrogène, mais l'hélium deviendra du carbone dans 5 milliards d'années. D'accord. C'est une petite remarque d'astrophysicien. Très bien, très bien. Ah oui, c'est 7 milliards d'années, on reviendra, on fera une conférence. Je ne sais pas si vous avez dit déjà, mais la longueur des nanotubes, c'est quelle longueur maximale? Alors, on peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres. Ça dépend du four que vous avez. Parce que la croissance se fait avec un catalyseur. Si vous avez des fours qui ont des longueurs isothermes assez grandes, eh ben, vous pouvez faire croître votre catalyseur la longueur de l'isotherme. Généralement, on est assez limité dans le labo, donc au maximum, nous on en fait qui font une dizaine de centimètres. Voilà, c'est déjà beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas au kilomètre pour faire des fibres. Oui, voilà. Et ça va de quelques microns à plusieurs centimètres. Et est-ce que c'est possible de sauter sur la nanotube pour faire plus long? Ce serait bien qu'on puisse faire ça, pour faire des fibres. Voilà. Parce que si on souffle pour autre chose que du carbone, ben, ça va être un point de faiblesse. Alors, comment faire Bon, il y a toujours des moyens maintenant, est-ce que c'est extrapolable? On peut imaginer de les fabriquer en continu. Pardon, excusez-moi. On peut imaginer de les fabriquer en continu. Alors, il y a des gens qui fabriquent en continu des lampes. Parce que je ne pense pas que. J'ai vu des films qui circulent sur Internet. Vous pouvez, à la sortie du four, vous avez une espèce de ruban comme ça, les gens mettent un membrane au bout, et puis à hauteur, et puis ils font tourner, et puis voilà, c'est une production en continu. Mais je serais étonné que ce soit même plus les débuts à la fin. Je serais étonné. Mais je n'avais pas pu faire l'étude, hein. J'ai pas eu le matériel. Là, on a parlé du carbone pur. Oui. J'imagine qu'on peut fabriquer des choses avec des impuretés, avec des atomes voisins. Oui. Et est-ce qu'il y a des probabilités intéressantes dans ce cas-là? Oui, parce que justement, en fonction de l'hétéroatome, il n'y a pas beaucoup d'hétéroatomes qui rentrent dans le graphène. Vous allez croire, c'est le bore, l'azote, le soufre et le phosphore, 4. Alors, suivant celui que vous mettez, vous pouvez jouer sur les propriétés électroniques. Vous pouvez faire ça, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. Par exemple, l'azote, dans un nanotube de carbone, vous pouvez difficilement en mettre plus que 10%, et encore, c'est une performance. Donc, à un moment donné, ça déstabilise la structure quand même. Donc, voilà. Mais oui, ça se fait, ça s'étudie aussi, effectivement. Alors, le phosphore, alors, le soufre, c'est connu depuis assez longtemps, mais le phosphore, c'est assez récent. À la limite, vous pouvez remplacer tout le carbone par du bore et de l'azote, vous faites le nitrure de bore qui a la même structure exactement. Hein. Vous faites le nitrure de bore hexagonal qui a la même forme, les mêmes dimensions, tout pareil, sauf qu'il est isolant. Donc c'est intéressant aussi. Voilà. Mais des applications des applications pour le BN au-delà des études théoriques, oui. Des applications pratiques intéressantes. Pour le graphène, vous voulez dire, ou pour ces corps un peu. Ceux qui contiennent des hétéroéléments? Oui. Pour l'instant, non. Mais les gens savent, comme je vais vous dire, comme les gens savent bien que ça modifie les propriétés électroniques, on est en train de regarder maintenant de quelle façon ça les modifie, est-ce que ça vaut le coup de les mettre ou pas, combien, est-ce qu'on les associe à plusieurs. Ce sont des sujets d'études dans les laboratoires, ça, en ce moment. Vous avez évoqué tout à l'heure la mer d'électrons, oui. Qui fait que ce graphène est utilisé, je crois, maintenant pour faire des électrodes très transparentes. Alors, oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Même les nanotubes peuvent faire ça aussi, hein, puisque vous pouvez faire un film de nanotube qui contient, ce ne sera pas d'épaisseur monoatomique, mais ce sera très très fin et très transparent et très conducteur. Le graphène, on va parler du graphène. Hein. Oui, c'est intéressant parce qu'on peut en faire effectivement des survêtements très conducteurs. Manipuler du graphène à grande distance monoatomique, d'épaisseur monoatomique, ça c'est plus difficile. Parce qu'on ne sait pas faire un monocristal. On sait faire des graphènes qui sont grands comme la table, mais ils sont polycristallins.
Donc il dit polycristallin, il dit joint de grain, il dit défaut, et donc du coup on perd du coup l'intérêt. Mais si, et on ne sait pas faire ça en deux cristaux, ça c'est le problème. J'ai déjà un peu oublié la question, donc... J'étais sur la mer d'électrons. Oui. Cette conduction qui est meilleure que celle du cuivre, on peut faire un comparatif? Oui, on peut faire de... Déjà, il y a des gens qui ont travaillé à faire des fibres de carbone à partir de graphène. Ils n'ont pas réussi à avoir des très bonnes conductivité électrique, mais ils ont eu des très bonnes conductivité thermique. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc il y a des choses à comprendre. C'est sorti dans Science, ça. Et, parce que ça casse. Vous vous souvenez de ce que je vous ai montré là, où j'ai mis les fibres de carbone, où il y avait les plus résistantes qui étaient comme ceci, et les plus conductrices, ou les plus hauts modules, c'est pareil, ça va avec, qui sont horizontales. Et personne n'a jamais réussi à faire des fibres au milieu. C'était où l'un ou l'autre. Mais avec les graphènes, on est capable de faire des choses au milieu. Et on ne sait pas pourquoi. Donc ça veut dire qu'au niveau de la structure interne, il y a des choses différentes qu'on n'a pas rencontrées. Et on a réussi à faire des fibres de carbone à partir de nanotubes qui, elles, ont une meilleure déjà conductivité spécifique que le cuivre, c'est-à-dire ramener à la base. Ce qui est déjà intéressant, parce que si vous voulez faire des câbles de tension, c'est bien de faire des câbles légers, parce que ça vous fait moins de poteaux, et compte tenu qu'on peut faire passer beaucoup de courant, ça je ne l'ai pas dit comme propriété, mais le carbone, c'est un matériau dans lequel vous pouvez faire passer beaucoup de courant. La densité d'électrons admissible par un graphène ou un nanotube est énorme par rapport au cuivre. Dans le cuivre, si vous mettez beaucoup d'électrons pour faire passer beaucoup de courant, vous commencez à dépasser les atomes. Et vous cassez votre tube, votre fil de cuivre. Mais le carbone, non, il résiste à ça. Donc, on peut faire passer beaucoup de courant. Donc, si vous pouvez faire des câbles en nanotubes de carbone, déjà on sait les faire, ils sont chers, c'est l'inconvénient. Mais déjà on sait les faire avec une conductivité spécifique meilleure que le cuivre, c'est déjà bien parti. Vous évoquez l'électromigration. Oui. Dans les cuivres, on a ce défaut dans les puces électroniques maintenant. Oui, on fait des conducteurs tellement fins avec le cuivre qu'effectivement, on a des puces qui s'usent à l'usage. Et oui, parce qu'à un moment donné, on peut pouvoir descendre. Parce que c'est ça, exactement. Alors, j'ai quand même fait une petite... Voilà, je voulais montrer ça, parce que ça, c'était le sujet de l'exposé d'Annick. Et je voulais vous montrer que ce qu'elle allait vous montrer, de toute façon, elle vous a pas fait exploser, mais vous ne perdez rien. Je ne pas que c'était pas intéressant, c'est pas ça qu'elle veut dire. Je veux dire, c'est tellement. C'est vraiment les dernières recherches. Vous voyez, ça, c'est date du 31 octobre 2019. Super conductivité dans les bigraphènes. Donc, on est vraiment. C'est le début. On a remarqué, alors, je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes, mais c'est un bigraphène, c'est-à-dire que c'est deux graphènes posés l'un sur les autres, et ils sont tournés d'un certain angle qu'on appelle l'angle magique, qui est de 1,1 degré de 1. Et pour des raisons que je ne vais pas vous expliquer, je ne peux pas d'ailleurs vous expliquer, c'est pas mon domaine, cet angle magique fait que les propriétés électroniques deviennent superconductrices. À des températures, je pense, elle est assez élevée, pas à température ambiante, mais assez élevée. Et donc, ça excite tout le monde, encore une fois, bien entendu. Mais c'est un sujet d'étude, c'est pas facile à faire. Il faut maîtriser ce genre de dispositif en maîtrisant la rotation dans le graphène. Mais vous voyez, là, 31 octobre 2019, c'est très très récent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai peut-être pas vu. Je peux dire un petit mot sur le graphène si vous voulez, puisque vous êtes là pour ça. Le graphène, il a l'inconvénient de ne pas avoir de gap. Pour un semi-conducteur, pour l'électronique, il faut faire des transistors. Pour faire des transistors, il faut un matériau qui a un gap. C'est-à-dire qu'on peut moduler les niveaux d'énergie de façon à le rendre conducteur ou pas à la demande. Ça, on fait ça avec du silicium très bien. Mais avec le graphène, on ne peut pas parce qu'il est conducteur dès le départ. Et donc, tous les gens qui étaient fascinés par le fait que ce matériau avait une conductivité terrible ont absolument voulu lui donner un gap. Et donc, ils ont essayé de mettre des défauts, des trucs, de faire des rubans. Mais ça ne marche pas bien. Il faut pas, ça coûte trop cher. Il ne faut pas forcer un matériau à faire ce pourquoi il n'est pas fait. Donc, le graphène est un très bon conducteur. Là, ça, c'est une bonne piste, toujours, parce qu'on utilise justement la mer d'électrons. On va dans le sens du graphène, mais vouloir le rendre semi-conducteur, ça ne peut pas marcher. Et pourtant, on fait des études pendant des années là-dessus. Mais c'est pas une question.
Par contre, cette grande conductivité du graphène va peut-être permettre de faire des grilles de transistors MOS, par exemple, tellement bonnes conductrices qu'on va pouvoir faire des transistors qui vont monter en fréquence à un niveau où on ne le peut pas actuellement avec les couches d'aluminium pour faire les grilles ou même de cuivre, parce que la conduction n'est pas suffisante. Donc, on est limité en fréquence, alors que là, on peut peut-être pomper ou injecter des électrons dans les parties conductrices des semi-conducteurs pour commander plus rapidement. Ce qui fait qu'on va vers des semi-conducteurs qui vont travailler à des fréquences peut-être s'approchant de la zone du visible. Et sans chauffer. Parce qu'un amplificateur, bourré de transistors, si vous le sollicitez un peu, ça chauffe. Donc il faut mettre les ordinateurs, il faut les mettre dans les tensions refroidies, tout ça. Avec les graphènes, c'est pas besoin. Il conduit à une température ambiante. Il n'est pas superconducteur à la température ambiante. Il est hyperconducteur à la température ambiante. Et il admet, le courant se transporte, c'est un courant balistique, donc il se transporte sans déperdition. Donc il ne chauffe pas. Il n'y a pas de transfert d'énergie électrique en énergie thermique. Donc ça ne chauffe pas. On peut pousser là-dessus avec des semi-conducteurs carbure de silicium qui donnent des propriétés assez extraordinaires à des composants assez anciens qu'on appelle les transistors silicium, les MOS. Avec le carbure de silicium, on revient sur la vitesse de commutation, etc. On divise par 10 pratiquement les pertes. Ce qui fait que dans un train, si on remplace un équipement par l'équivalent en carbure de silicium, et ça, ce sont des produits actuels, hein, c'est du réel. On divise pratiquement par 10 le volume et la masse par 4. Ce qui fait que l'équipement d'un train, par exemple, où on manipule des puissances qui s'expriment en mégawatts, hein, pour faire avancer un TGV, par exemple, les équipements remplacés par du SiC, du carbure de silicium, on divise pratiquement par 10, c'est vide. Dans le même volume, un de ces jours, on pourra faire, s'il n'y avait pas des problèmes de champ magnétique ou autre, on mettrait des passagers avec toute l'électronique dans le plancher. Donc, évolution, encore une fois, permise par le carbone, lié au silicium. On n'a pas tout vu, hein, mais j'ai l'impression que votre conférence pourra être un excellent introducteur à ce que pourra nous dire Annick Loiseau quand elle viendra, puisque c'est une continuité sur... Là, on a appris un petit peu ce qu'était le carbone et tout ce qui tourne autour, et ça permettra d'embrayer à fond sur ces choses-là. Une question ? Bon, si vous pensez qu'on a épuisé ce sujet, on va... Il y en aura encore. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir remplacé comme ça si promptement cette malheureuse Annick Loiseau qui a été frappée par des mots du temps.